Je vous invite à vous asseoir et je vais passer le micro à Behzad Shariat qui va prendre la suite. Elisabeth. Behzad est chercheur au LIRIS. Le LIRIS, c'est le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information. Donc plutôt de l'informatique, mais c'est surtout un spécialiste de la simulation et de l'analyse de l'humain virtuel en mouvement. C'est des domaines qu'il explore aussi en tant que professeur des universités. Il va nous faire le lien justement avec la recherche autour de la maladie et du cancer. Je vous en prie, nous vous écoutons. Merci, merci d'être là. Mon exposé concerne le mouvement, les organes en mouvement et leur impact sur la qualité de la radiothérapie ou de l'hadrothérapie. Alors, il s'agit d'un problème de balistique qu'on voit, il faut tirer sur une cible qui est en mouvement et c'est difficile, il faudra connaître à tout moment la position de la cible qui bouge, également pouvoir optimiser la thérapie en fonction de ces mouvements. Alors, il y a deux modalités pour le traitement par le rayon X classique, c'est-à-dire on envoie les photons qui pénètrent le corps et puis qui déposent son énergie avec un facteur d'atténuation. À une profondeur donnée, on trouve le volume tumoral, on dépose une partie de la dose dans la tumeur. Donc on voit, on brûle un peu le tissu avant, c'est pour ça qu'on ne prend pas une seule direction d'attaque, on prend plusieurs directions de faisceaux, et la zone de convergence entre ces différents faisceaux donne donc un dépôt de dose maximale dans la zone tumorale. Alors il y a une nouvelle modalité, enfin une nouvelle, ça existe depuis quarantaine, cinquantaine d'années, mais qui est plus rare, c'est la thérapie par les ions de carbone ou les protons, en réalité les particules chargées. Les particules chargées ont une efficacité radiobiologique plus élevée, la professeure Claire Rodriguez va en parler sûrement, je suppose. Et point de vue balistique, c'est intéressant parce que quand on voit que les particules pénètrent dans le corps, ils déposent leur énergie à la fin de leur parcours, c'est-à-dire dans la zone tumorale. Alors, ce qu'on appelle, donc cette zone-là, on l'appelle le pic de Bragg, l'énergie est déposée à une profondeur et dans la tumeur. Alors, la position de ce pic de Bragg, bien sûr, dépend de l'énergie du faisceau, mais également des milieux traversés, ainsi que leur densité. Malheureusement, les mouvements modifient les positions, ces genres de mouvements engendrent des déformations engendrent des changements de densité. Et tout ça doit être pris en compte parce que ça modifie la position du pic de Bragg. Alors, quand on est en face du mouvement, la stratégie idéale, c'est de déterminer la position tumorale par imagerie ou par d'autres moyens qu'on verra un peu plus tard. Anticiper le mouvement, c'est-à-dire regarder où se trouve la tumeur au pas suivant pour pouvoir repositionner le faisceau pour aller attaquer la cible là où elle sera, et en conséquence adapter la dosimétrie, et en prenant en compte la nouvelle configuration anatomique, surtout les organes à risque qui risquent d'être touchés. Notre but, c'est de toucher la lésion, pas les organes sains. Donc, localisation de la cible, il y a plusieurs stratégies. La stratégie la plus immédiate, c'est de dire, par l'imagerie, on trouve la position tumorale. Et ce n'est pas toujours simple, on ne peut pas facilement trouver par imagerie la tumeur et puis contourer automatiquement en temps réel. Ça, c'est difficile. Par contre, il y a d'autres types de tumeurs qui sont liées au tissu osseux, donc aux structures osseuses. Donc on peut par imagerie trouver ces anatomies qui sont rigides et tout, qui sont visibles avec l'imagerie, et le mouvement est très peu, donc avec à intervalles réguliers, on peut prendre des images et regarder un peu l'évolution de la position tumorale. Sinon, pour tumeurs qui se trouvent dans les tissus mous, ça bouge beaucoup. L'une des solutions, c'est d'implanter des marqueurs qui sont visibles à la radio. Mais par contre, on peut avoir en temps réel une information sur la position. Cependant, il s'agit d'une technique invasive parce qu'il faut opérer les gens ou bien implanter les marqueurs, risque d'infection, etc. Et il y a une dernière catégorie, c'est suivi des organes de substitution. Par exemple, pour le cancer du pancréas, il suffit de regarder le mouvement du diaphragme qui est fortement corrélé avec le mouvement de la tumeur dans le pancréas. Donc ça, c'est une autre modalité qu'on peut utiliser.
Alors, les mouvements sont de type, les mouvements stochastiques, comme son nom l'indique, c'est vraiment aléatoire et dans le temps et dans l'espace, dans la position. Donc, il faudra prendre en compte tout ça. Ce sont des petits mouvements qui ne posent pas des gros soucis, surtout dans la région du crâne. Et par contre, il y a des mouvements qu'on appelle des mouvements systématiques. L'un des mouvements, c'est la fatigue musculaire. Le patient bouge parce que ça commence à fatiguer. Par contre, il y a d'autres mouvements systématiques qui sont plus amples. C'est le mouvement respiratoire. C'est le plus gros mouvement qui touche l'ensemble des organes dans la région thoracique et abdominale. Et puis le remplissage, par exemple, de la vessie, le gaz dans le rectum, tout ça font que il y a ces genres de mouvements qui font que la position tumorale change. Alors donc, on peut avoir, comme je l'ai dit, je ne vais pas en répéter, les lésions qui sont dans le crâne ou bien à côté de la colonne vertébrale, on peut les traiter plus facilement quand il s'agit des lésions qui sont dans les tissus mous, qui sont plus problématiques. Donc, comme on a dit, il faudra pouvoir trouver leur position en utilisant des stratégies plus complexes pour les lésions qui sont à côté de la colonne vertébrale. Il suffit d'avoir ce qu'on appelle un recalage rigide, c'est-à-dire une transformation rigide, trouver une position, une orientation dans l'espace et suivre le mouvement. Tandis que pour cela, c'est un peu plus complexe. Alors, donc, je ne sais pas si je dois en parler puisque le temps manque. Et ici, ça montre la corrélation entre le mouvement, l'organe de substitution, c'est-à-dire le diaphragme et la tumeur de pancréas, tandis que malheureusement, la corrélation n'existe pas pour le cancer du poumon. Et donc, ce n'est pas valable partout. Donc, le but d'un médecin, c'est quoi? C'est de pouvoir optimiser les marges. Qu'est-ce que c'est une marge? C'est que quand on contourne une lésion, je ne suis pas médecin, donc je persiste ces signes, on contourne une lésion, après il y a un risque d'infiltration, je dirais, cancéreuse au tissu voisin, donc on augmente un peu la taille de cette marge, et puis il y a une incertitude dans la position tumorale, donc on augmente encore le volume. Alors idéalement, si on prend un gros volume, effectivement, on ne rate pas la cible, mais on touche quand même des organes sensibles. Le but, c'est de gagner des millimètres, des centimètres, et de ne pas créer des effets secondaires. La première chose à faire, bien sûr, c'est la contention externe. Il faut empêcher le patient de bouger par rapport au faisceau. Et ensuite, les contentions internes. Donc, l'une des solutions, c'est le blocage respiratoire, ce qu'on appelle gating respiratoire. Donc, on a un cycle respiratoire. Par l'imagerie, on a la position des organes et de la tumeur. On peut décider, par exemple, à un volume respiratoire donné, d'envoyer la dose en disant que si c'est à ce volume-là, on connaît la position de la tumeur, et puis on peut diminuer la marge dont on a parlé. Alors donc il y a un problème d'instabilité respiratoire, on en parlera, et puis suivre donc, par imagerie la tumeur également pendant le traitement, ou bien par les marqueurs, c'est-à-dire des implants qu'on met dans la tumeur, qu'on le suit. Ces implants risquent de migrer. Alors, si on a un implant dans la tumeur, effectivement, ça migre, on ne voit pas. On ne voit que la position de la tumeur, mais pas d'orientation. Sauf que si on met 3 implants, effectivement, on peut voir ces genres de choses. Mais bon, il y a l'aspect invasif. Et puis, pour les ions de carbone ou le proton, la protonthérapie, on a besoin du changement de densité. On ne peut pas l'avoir comme ça. Et puis, on peut avoir... le système de Cybernav qui prend systématiquement, c'est un système de radiochirurgie de 30 à 90 minutes, on prend systématiquement des images de la lésion pendant le traitement et puis ça irradie un peu quand même, donc c'est pas un système complètement neutre. Alors, donc, je dis, toutes ces méthodes-là ne prennent pas en compte de mouvements complexes, ce sont des méthodes un peu, parfois invasives, pas tout le temps, et pas de connaissance de la variation de la densité de la matière. Alors, l'aspect instabilité respiratoire vient du fait que, regardez ici, par exemple, on a un mouvement respiratoire, donc c'est l'implant dans la tumeur, on suit un implant dans la tumeur, ici c'est le mouvement thoracique. On voit que le mouvement de la tumeur est un mouvement régulier, le mouvement thoracique aussi, donc le patient a appris de respirer avec son diaphragme. À un moment donné, respiration thoracique, hop, ça commence à perturber la position tumorale.
Et ici, l'exemple donné par Shirato, en 2006, pendant quelques minutes, il a essayé de suivre le mouvement d'un implant dans une tumeur. On voit que y a une dispersion de ces points dans l'espace, et puis aux extrêmes, on voit que, surtout à l'inspiration max, on voit une dispersion de points. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que la nature est comme ça, et donc la respiration se fait par deux types de muscles, thoracique et diaphragmatique, et puis on fait un mélange des deux, et puis ça donne des configurations un peu différentes. Alors, si on veut gagner encore quelques millimètres de plus pour préserver des tissus sains, donc la stratégie peut être de reproduire complètement la nature, et regarder comment on fait la nature, et on essaie de simuler complètement cette nature, et puis de tirer un certain nombre de conclusions. Par exemple, l'organe de substitution peut être le thorax. En regardant le mouvement thoracique, on peut, par un calcul inverse, regarder quels sont le mouvement de la cage thoracique. Pareil, avec l'échange d'air avec l'extérieur, on doit être capable de mesurer le mouvement diaphragmatique. Donc vraiment des mesures simples et non invasives. Et essayer de calculer tout. Donc du coup, on est obligé de modéliser complètement le patient, donc on appelle le patient virtuel, mais c'est patient spécifique. C'est patient par patient, on doit prendre sa géométrie, ses densités, ses caractéristiques physiologiques. Donc à partir des imageries de scanner, on modélise l'arbre bronchial, les poumons, et après on complète avec la cage thoracique, le diaphragme bien sûr, le cœur, le médiastin, etc. Donc après il faut mettre tout ça en mouvement. Donc c'est par la mécanique des milieux continus, avec des équations à dérivées partielles qu'il faudra résoudre avec les éléments finis. Je passe ces genres de détails qui sont très très coûteux en ce moment en temps de calcul, mais la validation clinique montre qu'on commet des erreurs vraiment peu, et puis la valeur moyenne des erreurs c'est autour de 2 mm, sachant que la taille des voxels, c'est-à-dire les éléments de base en imagerie médicale, c'est de 3 mm, donc je dirais là, c'est dans la barre d'erreur. Et par contre, pour l'utilisation clinique, il faudra optimiser ces genres de calculs pour aller en temps réel. Mais pour le moment, on n'est pas en temps réel. Mais les résultats sont là. Je ne sais pas si j'ai encore 3-4 minutes. 2 minutes. Alors, il faudra dire que le patient est un ensemble de tétraèdres, et chaque tétraèdre est une partie du corps, est une partie d'un organe. Alors, donc, la géométrie du patient, c'est les valeurs au sommet, c'est les valeurs de position au sommet. Alors, on calcule le mouvement en mettant les champs de déplacement également au sommet, et puis on calcule, parce que le déplacement donne le changement de volume engendre changement de densité, et ce qui nous permet de pouvoir calculer éventuellement un CT scan 3D virtuel. Donc, par interpolation, on peut trouver les valeurs dont on passe du monde continu vers le monde discret. Et on regarde l'impact sur le dépôt de dose. On voit que le dépôt de dose, tel que planifié, on dépose dans la tumeur, mais en réalité, si on regarde un peu le mouvement, ça engendre des erreurs de dépôt de dose, et puis qu'on peut estimer et calculer. Et idem pour l'imagerie TEP, l'imagerie de contrôle, soit pour le diagnostic, c'est-à-dire on injecte un produit radioactif, et puis on essaie de, par imagerie, regarder où se trouvent les interactions nucléaires. Donc, pour cela, et puis également, pendant le traitement par lésion de carbone ou par le proton, il y a des interactions qui se font entre les lésions et la matière, et puis les photons qui sont émis. Si on prend en compte les mouvements pour la reconstruction, normalement, on doit avoir quelque chose qui doit avoir la forme de la lésion initiale, c'est-à-dire une reconstruction comme ça. Mais par contre, si on ne prend pas dans les algorithmes de calcul le mouvement, on peut avoir des artefacts dus au mouvement et puis obtenir des résultats erronés. Donc, c'est pour cela que ces travaux ont été effectués. Donc, on est tous enchantés en tant qu'informaticiens de travailler, parce que soit on est confronté en tant que futur patient, ou bien dans notre entourage, on a tous eu des cas, donc double intérêt pour ces genres de travaux. Merci. Donc, je n'ai pas dépassé, j'espère.